Le pays préféré de tout le monde, qui n'existe pas vraiment, est probablement sur le point de disparaître. Ils arborent un drapeau rouge avec une bande verte au milieu. En haut à gauche, on trouve la classique faucille et le marteau doré avec une étoile, que l'on associe toujours à l'URSS. Le havre du communisme soviétique, cet état séparatiste jamais reconnu qui a attiré l'attention de gens du monde entier, pourrait vivre ses derniers jours. Son plus grand soutien, la Russie, est désormais occupé par une guerre sans fin contre l'Ukraine, l'un des voisins de la Transnistrie au nord et à l'est, ce qui crée maintenant une barrière très hostile entre les deux. L'économie russe est également entièrement concentrée sur la guerre en Ukraine et peine à financer quoi que ce soit d'autre. Cela inclut le soutien à la Transnistrie avec de l'argent, des ressources, des armes et des soldats. Jusqu'à présent, leur existence n'a été possible que grâce au soutien vital de la Russie, et celui-ci est en train de s'épuiser. Au sud et à l'ouest, ils étaient limitrophes d'un pays auquel ils appartiennent en réalité selon le droit international, la Moldavie. Un pays qui se lasse de plus en plus de voir une partie de son territoire agir de manière indépendante, qui considère leur statut de marionnette russe comme une menace pour sa souveraineté, et qui se tourne de plus en plus vers une intégration à l'Union européenne, et même une éventuelle réunification complète avec leur nation sœur historique, la Roumanie, ce qui les ferait automatiquement entrer dans l'OTAN. Ils pourraient suivre cette voie tout en gardant leur souveraineté dans l'Union européenne. Ces deux options n'autoriseraient pas l'existence de la Transnistrie. La Moldavie, actuellement, pourrait avoir du mal à y exercer sa souveraineté. Mais l'armée roumaine et les forces de l'OTAN la prendraient sans la moindre difficulté, surtout avec la Russie incapable d'intervenir. Comment cette prise de contrôle pourrait-elle arriver ? Comment expliquer l'existence de la Transnistrie en tant qu'État de facto singulier, que presque personne ne reconnaît, et qui maintient jusqu'à aujourd'hui un régime soviétique et de type communiste ? Pour comprendre la Transnistrie, il faut comprendre que ce n'est pas vraiment un pays, c'est une capsule temporelle. Si vous vous promenez dans la capitale, Tiraspol, vous êtes accueillis par d'immenses statues de Lénine, des rues portant le nom de héros de la Révolution d'Octobre, et d'autres monuments que nous associons à l'époque soviétique. Mais ce n'est pas seulement une esthétique vintage qu'ils choisissent d'adopter. C'est le résultat d'une œuvre d'ingénierie soviétique très spécifique et très intentionnelle. Géographiquement, on parle d'un très mince ruban de terre sur la rive gauche du fleuve Dniestr. Historiquement, cela ne faisait pas vraiment partie de la Moldavie telle qu'on la conçoit aujourd'hui. En 1924, les soviétiques, qui contrôlèrent la région, ont créé la République socialiste soviétique autonome moldave, la MSSR, juste ici. C'était essentiellement un outil de propagande. L'idée était de créer une Moldavie soviétique fictive aux portes de la Roumanie, qui contrôlait alors la Moldavie proprement dite, afin de justifier un jour la prise du reste de la région. Ils ont employé la même stratégie en Géorgie pour aider l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie à faire sécession. Ils ont fait avec l'Ukraine la même chose à l'époque moderne, contrôler l'Ouest avec de fausses troupes séparatistes pour justifier des invasions. À l'époque, en 1940, grâce au pacte Molotov-Ribbentrop avec l'Allemagne nazie, Staline a fait exactement cela. Il a saisi la Bessarabie à la Roumanie et l'a rattachée à cette fine bande de terre pour créer la RSS moldave. Pendant 50 ans, cela a très bien fonctionné sous la poigne de fer de Moscou. Mais lorsque les années 80 sont arrivées et que l'Union soviétique a commencé à vaciller, la couture a commencé à se déchirer. Plus tard, dans les années 90, alors que l'URSS s'effondrait, les habitants de la principale partie de la Moldavie, le côté bessarabien qui faisait autrefois partie de la Roumanie, ont commencé à se tourner vers leurs racines. Ils voulaient retrouver leur propre langue, l'alphabet latin, et ce qui effrayait le plus le Kremlin, une possible réunification avec la Roumanie. Les habitants de la rive gauche, les Transnistriens, ont paniqué. Cette région avait été fortement industrialisée par les soviétiques et remplie artificiellement de Russes et d'Ukrainiens ethniques, qui n'avaient aucun intérêt à faire partie d'un État roumanophone. Il y a toujours eu une stratégie russe, de l'Empire russe à l'Union soviétique jusqu'à la Fédération aujourd'hui. Première étape, annexer un territoire.
Deuxième étape, éliminer la population autochtone, soit en la tuant, soit en l'envoyant dans un coin perdu de Sibérie. Et troisième étape, les remplacer par des Russes afin de pouvoir revendiquer une sorte de possession de facto à l'avenir. Et ça a fonctionné ici. En 1990, lorsque la Moldavie a déclaré son indépendance, cet endroit, avec le soutien des Russes, a proclamé sa propre souveraineté séparée en tant que deuxième Moldavie, la République moldave du Dniestre, PMR. En 1992, les tensions ont éclaté en guerre. Elle a été courte mais assez brutale. Environ 700 personnes sont mortes, et cela n'a pris fin que lorsque la 14e armée de la garde russe, qui était déjà stationnée là de manière assez suspecte, est intervenue pour soutenir les séparatistes. Un cessez-le-feu a été signé, une force de maintien de la paix a été mise en place par la Russie, et pendant les 30 années suivantes, le monde a pratiquement oublié l'existence de la Transnistrie. C'est devenu un conflit gelé. La Moldavie ne pouvait pas la reprendre à cause des troupes russes, et la Transnistrie ne pouvait être reconnue par personne, sauf par d'autres États séparatistes, comme l'Abkhazie, qui, comme nous l'avons vu, était un autre État fantoche russe qui existait dans cette sphère d'influence de la Russie post-soviétique. Ils vivaient dans un entre-deux assez étrange. Ils avaient leur propre monnaie, le rouble transnistrien, que vous ne pouvez utiliser nulle part ailleurs, leur propre plaque d'immatriculation et leur propre passeport que seule la Russie accepte. Pendant 3 décennies, l'indépendance de la Transnistrie était une illusion financée par Moscou, mais cela n'a trompé personne d'autre. Le modèle économique était simple. La Russie envoyait du gaz naturel gratuit à la Transnistrie. La Transnistrie utilisait ensuite ce gaz pour faire fonctionner une immense centrale électrique, la centrale de Kouchourgan. Ils vendaient ensuite l'électricité produite par cette centrale au reste de la Moldavie. Et, je crois, à d'autres pays d'Europe aussi, contre de l'argent liquide. Cela permettait de faire tourner le système. Cela payait les retraites et finançait le conglomérat Shérif, qui est une entreprise assez obscure détenue par d'anciens agents du KGB qui possède pratiquement tous les supermarchés, stations-service et chaînes de télévision de la région. Il possède aussi une équipe de football qui a participé à la Ligue des champions de l'UEFA il y a quelques années. C'est un système très étrange et probablement très corrompu. Ils contrôlent essentiellement absolument tout dans la région. Mais cela fonctionnait tant que la Russie était riche et que l'Ukraine était suffisamment neutre pour laisser passer les gazoducs. Le statu quo était maintenu. Mais ensuite est arrivé février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. La géographie de la Transnistrie est passée d'un atout stratégique à une prison. Avant la guerre, la Transnistrie dépendait de la frontière ukrainienne. C'est par là que les marchandises arrivaient. Surtout parce qu'il y a eu une sorte d'embargo pendant un certain temps de la part du reste de la Moldavie. Donc c'était la seule voie d'accès. Mais dès que les premiers missiles russes ont frappé Kiev, l'Ukraine a fermé la frontière immédiatement. Ils considéraient les 1500 soldats russes en Transnistrie comme une menace potentielle, un poignard dans le dos qui pourrait servir à ouvrir un second front. Bien sûr, ils n'allaient pas les laisser recevoir du ravitaillement. Soudainement, la Transnistrie s'est retrouvée physiquement coupée de son principal bienfaiteur, en réalité son seul bienfaiteur. Pour faire entrer ou sortir quoi que ce soit, il devait désormais passer par la Moldavie. Le blocus économique dont la Transnistrie se plaignait depuis des années est devenu une réalité physique et inévitable. La Russie se souciait plus de prendre le contrôle de l'Ukraine que du risque d'abandonner la Transnistrie. Bien sûr, peut-être qu'il ne considérait pas ce risque comme réel. Nous nous souvenons tous des discours du Kremlin affirmant que la guerre durerait 2 semaines, et 4 ans plus tard, nous en sommes là, avec des soldats ukrainiens empêchant la Russie d'avancer la ligne de front ne serait-ce que de quelques centimètres. Nous arrivons maintenant à la raison de cette urgence. Alors que nous sommes ici en 2026, les piliers qui soutiennent la Transnistrie se sont effondrés, ou du moins commencent à s'effondrer. Le premier pilier était l'approvisionnement en gaz. L'accord de transit qui permettait au gaz russe de passer par l'Ukraine a expiré au début de 2025. L'Ukraine a refusé de le renouveler, qualifiant cela de moment historique de séparation. Sans le gaz, leur économie est comme une voiture qui tourne sur la réserve. Ils ne produisent plus d'électricité gratuite à vendre et ne peuvent chauffer leur maison sans s'endetter lourdement, dette qu'ils ne rembourseront pas. Le deuxième pilier était les subventions russes. La guerre en Ukraine a vidé le trésor russe. Moscou injectait autrefois des centaines de millions de dollars en Transnistrie pour la maintenir à flot. Mais maintenant, chaque rouble est envoyé sur les lignes de front dans le Donbass. Même si la Russie voulait envoyer plus de troupes ou des approvisionnements, elle ne le pourrait pas.
Elle est séparée par une Ukraine hostile qui a passé des années à fortifier sa frontière occidentale. La protection de la Russie n'est plus qu'un fantôme diplomatique. Le troisième pilier était une Moldavie neutre qui n'aurait pas le pouvoir de faire quoi que ce soit face à cette situation. Mais non seulement la situation a changé, la Moldavie est probablement sur le point de changer elle aussi. Alors que la Transnistrie sombre, la Moldavie avance, dirigée par une direction pro-occidentale et une dirigeante qui est elle-même roumaine. La Moldavie fonce vers l'adhésion à l'Union européenne. Elle a obtenu le statut de candidate et intègre son économie à celle de l'Occident. Qui pourrait leur en vouloir ? Ils ont vu l'invasion russe en Ukraine après qu'une partie du territoire était déjà tenue par des séparatistes pro-russes. Ils ne veulent pas connaître le même destin. Pour le transnistrien moyen, le choix devient de plus en plus évident. Vous pouvez rester dans un musée soviétique en ruine, non reconnu et sans aucun soutien, ou prendre un passeport moldave, voire roumain, et rejoindre l'Union européenne. Le changement aurait peu d'impact sur la population. La plupart ont déjà des passeports moldaves, la Moldavie ne reconnaissant pas leur souveraineté. Ils considèrent cela comme une partie de leur territoire sous occupation russe temporaire. Ils gèrent cela via le Bureau pour la réintégration, chargé des aspects techniques, comme la certification des actes de naissance transnistriens, ou l'aide aux entreprises locales à s'enregistrer comme entreprises moldaves pour exporter vers l'UE. Mais à partir de 2026, ils ne prennent plus de gants. Le gouvernement moldave est passé d'une stratégie de dialogue progressif à une pression économique. En quelque sorte, en imposant unilatéralement des taxes et des droits de douane moldaves aux entreprises transnistriennes et en proposant une administration civile internationale pour remplacer le régime séparatiste de shérif. La Moldavie dit essentiellement que le temps du statut spécial est révolu. Leur objectif n'est plus simplement de régler le conflit, mais d'intégrer pleinement le territoire dans le cadre juridique et économique moldave. Ce serait surtout un choc pour l'élite qui dirige la Transnistrie. Bien sûr, l'intégration de ces populations russes dans une Europe de plus en plus anti-russe pourrait également représenter un défi. Alors, que va-t-il se passer ensuite ? Le scénario le plus probable pour l'avenir proche n'est pas une nouvelle guerre. Il n'y a aucun moyen que la Transnistrie puisse en supporter une. Ce serait simplement un effondrement. La Transnistrie est dans une situation asymétrique. Elle ne peut pas payer ses soldats si son gaz est coupé par la Moldavie, qui contrôle désormais les points d'entrée. Si sa jeunesse continue de partir en Europe, l'État cesse simplement de fonctionner. Il y a aussi l'ombre roumaine qui s'étend de plus en plus. Alors que la Moldavie s'intègre à l'Union européenne, la question de la réunification avec la Roumanie, cause de la guerre de 1992, refait surface, non pas comme une menace nationaliste, mais comme un raccourci pragmatique vers la sécurité de l'OTAN et la prospérité du marché unique européen. Si la Moldavie rejoint l'Union européenne ou fusionne avec la Roumanie, ou les deux, la Transnistrie deviendra une minuscule poche d'influence russe sans importance, sans aucun moyen de se défendre. Le rêve pridnestrovien reposait sur l'idée que l'Union soviétique reviendrait un jour pour les reprendre. En 2026, il devient enfin évident que personne ne viendra. Et lorsque l'Occident commencera à frapper à la porte, la Transnistrie n'aura peut-être pas d'autre choix que de s'ouvrir et de les laisser entrer. Le monde perdra sa dernière relique de l'Union soviétique. Mais bon, peut-être que certains lieux et statues seront conservés comme attractions touristiques, ce qui pourrait encore développer et faire croître l'économie de la Transnistrie à l'avenir. Mais le pays non reconnu qui a existé toutes ces années appartiendra enfin au passé.